En politique, les vertus ne sont pas toujours récompensées, mais les erreurs se payent. Nous paraphrasons là un homme politique majeur du XXe siècle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du Mardi, numéro au cours duquel nous allons voir comment, en ce qui concerne les crises multiformes sur le continent africain, y remédier, comment y remédier, quelles solutions trouver pour pouvoir sortir de ce cycle infernal. Pour en discuter, nous allons sur ce plateau avoir Diogène Seny qui est en ligne de Paris en France. Il est enseignant de management international culturel. Il est entre autres conférencier spécialiste des questions liées à la politique et au panafricanisme. Nous allons nous limiter à cette présentation par rapport au débat de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Aziz. Lagrange Simenou Nyangpe, directeur général du cabinet Lige Council, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. Et nous aurons aussi en ligne de Bamako au Mali, Robert Dissa, journaliste politique à la chaîne panafricaine Africable. Alors, pour commencer, nous allons bien sûr introduire cette interrogation. Comment arriver avec tout ce que nous avons comme rendez-vous sur le continent africain en matière électorale, comment arriver à prévenir les crises? Est-il possible de désamorcer ce que l'on peut considérer comme étant des bombes qui finissent par exploser après? Diogène Seny, la cartographie électorale sur le continent africain cette année inquiète, elle pose des questions, elle inquiète surtout parce qu'il y a des zones qui sont tout à fait conflictogènes. Oui, merci beaucoup, cher frère Aziz. La cartographie, en effet, politique du continent africain va probablement poser des problèmes, mais on peut se poser la question de la surprise que les observateurs ou les acteurs montrent aujourd'hui, alors même que les conditions de cette situation qui va être probablement explosive sont réunies depuis très longtemps. Si nous prenons la crise ivoirienne, on ne peut pas dire que le règlement de cette crise en 2010-2011 était satisfaisant, loin s'en faut. Si vous prenez des conflits, par exemple, qui sont probablement arrivés en Afrique centrale, puisque même en 2021, vous avez un pays comme le Congo qui aura des élections présidentielles, où le principal opposant qui est perçu par les populations comme celui qui a gagné les élections, le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui est en prison depuis 3 ans, on ne peut pas dire que les conditions, en tout cas, ne sont pas réunies pour qu'il y ait, en tout cas, des situations qui ne seront pas bonnes pour les populations. Jean-Marie Michel Moukoko, qui avait été évacué sanitaire en Turquie et qui est finalement rentré au pays, soit dit en passant. Absolument. Et donc, vous voyez bien qu'en ne prenant que ces 2 exemples, nous sommes en face des situations pour lesquelles les germes sont là depuis à peu près une dizaine d'années pour la Côte d'Ivoire, depuis à peu près 5 ans pour le Congo-Brazzaville. On ne peut pas dire que ce sont des surprises. Et au-delà du Congo-Brazzaville, il y a d'autres pays en Afrique centrale. Lagrange Simenou Nyangpe, on voit bien qu'il est possible de régler ces problèmes seulement si on tient compte de ce qu'il s'est passé. Il y a, Diogène Seny vient de l'indiquer, une bonne dizaine d'années pour bien des pays. Merci Aziz. Moi je dirais déjà que la problématique de la prévention des conflits en Afrique devient de plus en plus générale et ça devient inquiétant. La manière dont les organisations, s'il faut dire sous-régionales ou régionales, s'y prennent, pour ne pas dire aussi les organisations internationales, parce que effectivement, comme il l'a dit, les situations sont là et latentes, mais on ne fait rien. Rien n'est pratiquement fait sur le plan politique
en interne? Est-ce au nom de la souveraineté des États? Est-ce au nom de certains principes? Est-ce au nom de certains intérêts? Je ne saurais y répondre, mais ce qu'il faut dire, c'est que apprenons et prenons l'habitude de régler nous-mêmes nos différends, de faire les sacrifices requis pour que nos populations se retrouvent en paix. Parce que la plupart du temps, ce sont les populations qui sont perdantes, qui sont les plus grandes victimes lorsque ces situations se posent. Donc, je pense qu'il va falloir faire ce qu'on appelle une cartographie politique en interne au niveau de chaque pays. Il a parlé du Congo. Bon, je ne souhaiterais pas en parler, mais il y a également la Centrafrique, en Afrique centrale, qui est un problème, la situation politique. Voilà, il y a la Centrafrique, il y a le Cameroun. Donc, au-delà de tout ça, en fait, c'est aussi la problématique de la relève. Comment est-ce que la relève est préparée? Il faut dire que depuis les années 60, où nous avons accédé à l'indépendance, nos pères fondateurs ou nos pères qui se sont battus pour les indépendances africaines n'ont pas eu cette idée, ou si je peux me permettre ainsi, d'avoir une vision politique. Quelle vision politique il fallait et quelle vision politique cadrait avec les réalités de l'Afrique? Ils étaient beaucoup plus préoccupés par l'indépendance. Ils l'ont eu, mais ils n'ont pas pensé aux 20 ans à venir, aux 30 ans à venir, aux générations à venir. Donc, ils se sont lancés de plein pied. Ceux qui ont donné ces indépendances-là se sont arrangés pour mettre des garde-fous. Et ces garde-fous sont devenus, si je peux me permettre ainsi, à des moments donnés, des étaux dont il était difficile de se démarquer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle élite qui est en train d'être préparée. Il y a une jeune génération qui est en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Vous faites partie, il fait partie, et il y en a un peu partout, même si nous ne faisons pas de la politique, mais il y a une génération qui est en train de prendre conscience de toutes ces réalités-là, et je crois qu'il œuvre pour que la donne puisse changer pour les générations à venir. Diogène Seny, vous avez évoqué la situation au Congo-Brazzaville pour le cas de l'Afrique centrale. On a parlé également du Cameroun. Au Gabon, il y a une partie de l'opposition qui considère que ce qu'il y a eu, notamment la crise post-électorale de 2016, issue de la présidentielle de 2016, n'est pas vidée, etc. Nous avons donc, en ce qui concerne les différentes régions du continent africain, finalement des situations qui se ressemblent. Oui, absolument, nous avons des situations qui se ressemblent, mais tout à l'heure, je faisais référence, pour le cas de la Côte d'Ivoire et du Congo, des derniers événements qui ont conduit au changement de régime, qui n'ont pas été assez bien réglés. Mais je pense que, comme mon frère le disait sur le plateau, je crois qu'il y a quand même méprise, c'est-à-dire que autour des années 60, il y a eu une vraie usurpation des indépendances. Les problèmes dont nous souffrons aujourd'hui sont des problèmes qui sont comment on appelle ça, hérités de ces indépendances. Absolument. Ou de cette pseudo-indépendance, pour reprendre un terme qui est tout à fait adapté au jargon panafricaniste. Absolument, c'est-à-dire que ces problèmes-là sont là depuis les indépendances. Nous aurions peut-être eu une deuxième vague, ce que le président Allende appelait la seconde indépendance, pour solder ce contentieux. Ça n'a jamais été traité comme il faut. Nous avons eu, autour des années 90, des conférences nationales qui ont essayé de réinstitutionnaliser les choses en ne traitant que des questions liées à des dictatures internes, à des causes endogènes. Mais nous n'avons pas, aujourd'hui en Afrique, une élite politique qui est capable de poser clairement le problème de l'implication des forces étrangères, exogènes, qui pourrissent finalement la vie politique africaine. Je voudrais dire une chose, c'est-à-dire que c'est se faire d'illusions que de considérer qu'il n'y aurait pas de conflits, de problèmes en Afrique. Nous sommes des sociétés humaines, des cités politiques et des conflits. Simplement, nos conflits se complexifient dans la mesure où, quand vous avez des protagonistes qui vous présentent des situations, vous tentez de les régler, mais vous avez des mains invisibles qui derrière poussent, radicalisent, exacerbent. Si vous prenez un pays comme la Belgique, il y a le tribalisme belge qui de temps en temps remonte.
entre les Wallons et les Flamands. Mais à supposer qu'il y ait des forces étrangères qui viennent à chaque fois attiser, pousser les Wallons, les Flamands, attiser, et ça va exacerber, ils ne trouveront pas de solution. Ils trouvent des solutions à leurs problèmes parce qu'il y a une certaine, je dirais, l'environnement est sain. Or, l'environnement politique africain n'est pas sain. Vous avez des acteurs qui se présentent à vous, qui parlent de démocratie, qui parlent d'élections, alors qu'ils sont des représentants des intérêts des forces étrangères. Et quand vous réglez le problème qu'ils ont posé au début, vous vous rendez compte plus tard que le même problème revient, parce qu'au fond, l'insincérité règne dans les belligérants, dans la classe politique africaine. Donc, à un moment donné, il faut prendre ce problème à bras-le-corps, comme nous avons fait des conférences nationales, des États généraux, pour mettre la démocratie en place. Il faut parler du problème des convoitises, parce que l'Afrique est un continent qui est convoité. Ce n'est un secret pour personne depuis des siècles et des siècles, et ça s'exacerbe encore aujourd'hui. À un moment donné, il faut que la classe politique africaine se retrouve, parce qu'elle ne pourra pas dire qu'il n'y aura plus de conflits demain ou après-demain. Les conflits sont inhérents aux sociétés politiques, aux sociétés humaines. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un certain environnement assaini pour que les conflits trouvent des solutions facilement. Or, c'est ça qui se pose aujourd'hui en Afrique. Il faut que nous ayons ce courage. La question ivoirienne, par exemple, ça vous le savez très bien, la crise ivoirienne a un volet néocolonial qui n'est pas du tout assumé. Et une bonne partie de la classe politique ivoirienne qui le dit, une autre partie qui refuse. Mais on sait bien qu'en 2010-2011, certaines multinationales d'un certain nombre de pays se sont bien retrouvées après la crise de 2011. Et donc, jouer à ce jeu à chaque fois, nous mettons en péril nos propres populations. Ayons enfin le courage de poser ces problèmes. Alors, il faut arriver à poser les problèmes pour pouvoir les résoudre. Robert Dissa, vous êtes journaliste politique à Africable et vous êtes actuellement au Mali. Bonsoir Robert Dissa. Alors, qu'est-ce qui empêche, selon vous, l'efficacité des médiations dans les conflits en Afrique ? Alors, par rapport à cette question, moi je pense fondamentalement à deux choses qui se ramènent en une seule. L'évaluation réelle de la crise. Généralement, les médiateurs qui échouent, de deux choses l'une. Soit ils n'ont pas la vraie appréciation de la profondeur, du degré de profondeur de la crise, soit ils cherchent plutôt la justice au lieu de chercher l'équité. Par rapport à la profondeur de la crise, on voit souvent des médiateurs qui sont étrangers, qui viennent d'un autre pays. Ils arrivent dans un autre pays ne connaissant pas les réalités de ces pays-là, ignorant la culture de ces pays et voulant passer seulement par la diplomatie. Il y a cet aspect. Alors, dans les cas où aussi c'est géré entre des nationaux, le plus souvent, chacun se cramponne sur ses positions et chacun cherche ce qui s'appelle justice, plutôt que de chercher ce qui s'appelle équité. Parce que si on cherche l'équité, c'est là où on peut vraiment voir la nation, que les uns et les autres arrivent à faire des concessions acceptables au nom de l'équité, au nom de ce qui est bien pour la nation. Alors, il faut tout faire pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. On rappelle qu'en ce qui concerne la situation au Mali, eh bien, vous avez également pris part à de nombreux débats en tant que journaliste. Dans le cas du Mali, n'était-il pas possible d'éviter ce qui est arrivé ? Dans le cas malien,
s'il n'était pas possible de prévenir ce qui est arrivé, si nous devons comprendre par ce qui est arrivé, alors les événements du 18 et du 19, autrement dit le départ de Ibeka, c'était presque impossible de prévenir cela. Parce que la période transitoire qui a prévalu en 2012 et qui a conduit les Maliens à l'élection en 2013, cette période transitoire n'a pas été bien exploitée, n'a pas été alors une période considérée par les Maliens comme étant une période de préparation désormais de ce qui va advenir de la vie politique de la nation. Les jeux politiques ont continué au détriment de l'intérêt national. Le combat politique a été très intense entre les politiques à la recherche du pouvoir, bien sûr. Et plutôt que de penser à l'ancrage démocratique au Mali, on a plutôt cherché alors à faire émerger son propre parti, à répandre au mieux l'idéologie de son parti. Ce fut une approche de clan, ce fut une approche de groupe, ce fut une approche de communauté. Et là, une fois de plus, l'approche véritablement nationale n'a pas été au devant des réflexions. L'approche nationale, donc l'intérêt supérieur de la nation n'a pas été mis en avant pour le cas des négociations de sortie de crise au Mali. C'est ce que nous retenons de votre intervention à l'instant, Robert Dissa. Avant d'en venir à la Grange Siménou à Niankpé, Diogène Séni, on voit bien que finalement, les hommes politiques semblent mettre en avant, les hommes politiques qui sont engagés dans ces conflits, semblent mettre en avant leurs intérêts, parfois même les intérêts de leur communauté ou de leur communauté ethnique, pour être plus précis. Oui, merci Aziz. Mais je pense que ce débat sur la question de l'ethnie et de la tribu, en gros, c'est un débat qui est relativement biaisé. C'est-à-dire que vous avez un continent qui a hérité des nationalités ou des territoires qui, comme on le dit, comme on le rappelle souvent, arbitrairement dessinés à la conférence de Berlin, et qui fait que aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont ivoiriens, qui sont congolais, qui sont maliens, mais qui sont maliens ou ivoiriens seulement. Ce qui est en contradiction terrible avec leur réalité sociologique et culturelle. Vous avez des Maliens qui ont des parents dans les pays frontaliers, c'est-à-dire des parents culturels, j'entends. Au Burkina Faso, au Sénégal, en Mauritanie. Vous avez au Gabon la même chose. Est-ce qu'on peut être gabonais sans être lié à un parent congolais d'équipe? Est-ce qu'on peut être, comment on appelle ça, ivoirien, sans être lié à un parent si on est de cette frontière-là, du côté du Libéria, du Ghana et autres, etc., etc. Donc nous avons une citoyenneté juridique et administrative qui est problématique avec notre réalité sociale et sociologique. C'est pour cela que la question politique est tellement sous-évaluée, sous-estimée, parce que si vous éduquez les populations en disant, voilà, vous avez une carte d'identité, vous avez cette carte d'identité fait de vous un Africain qui est bêté, mais qui est fondamentalement africain, parce que votre identité ne peut pas se résumer à la Côte d'Ivoire, ni au Congo, ni au Cameroun, parce que ces entités-là ne représentent pas sociologiquement ce que vous vivez au quotidien. Et c'est cette contradiction. Et c'est pour cela que cette réponse est panafricaine, je ne veux pas dire panafricaniste. Et tant que nous n'aurons pas reposé la question de l'identité, les hommes politiques continueront à manipuler les ethnies, à manipuler le discours qui est lui-même issu, parce que le discours politique sur la question de l'identité de la tribu, de l'ethnie, est un discours qui se nourrit lui-même
d'un héritage de l'ethnologie coloniale. Parce que la plupart de nos historiens, des historiens et sociologues depuis les années 60, sauf ceux qui ont fait dissidence, comme les chers Anta Diop et autres, ont construit un discours sociologique et historique qui a été inspiré de l'ethnologie coloniale, qui fait l'éloge de telle tribu qui était plutôt par rapport à une autre, une colonisation contre une autre, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un continent qui a connu autant de reconfiguration, de migration et autant de déplacements, que ce soit incongru, je fais exprès de dire qu'il n'y ait pas de lien de parenté entre un Gabonais et un Kenyan. Donc c'est toute la question de l'adéquation entre l'identité administrative et juridique et l'identité culturelle et sociologique. Et ça va plus loin. Ça veut dire que les frontières que nous avons actuellement sont des frontières problématiques. Diogène Séni, pardon de vous interrompre, mais on voit qu'il y a une sorte de savant dosage ou bien de tentative de trouver le juste équilibre dans le partage du pouvoir entre différentes ethnies. On a vu ce modèle peut-être, et vous l'avez souligné tantôt, inspiré par les salons africains de l'Élysée pour tenter d'apaiser les tensions dans la distribution des cartes, la distribution des postes, le partage de pouvoir. Mais oui, mais toutes ces solutions sont des solutions à court terme qui ne marchent pas. Qui ne marcheront pas. Parce que nous devons absolument avoir ce courage politique. Mais ça va peut-être être une sorte de renaissance, de dire que on peut être malien, on peut être sénégalais, on peut être ivoirien, mais que dans cette identité-là, nous devons intégrer dans l'éducation culturelle, dans l'éducation sociale et civique des Africains, le fait qu'on ne peut pas avoir une identité exclusive. Et nous enlèverons à tous ces entrepreneurs politiques qui s'aventurent sur des questions ethniques comment on appelle ça, le discours et le raccourci qu'ils font en manipulant des ethnies et des clans, parce que finalement les Africains auront réglé le problème non seulement de leur identité spécifique de Bété, de Moshi, de Yoruba, de tout ça, avec l'altérité africaine, c'est-à-dire que l'autre Africain qui n'est pas contre lui. Il faut assainir absolument le discours politique. Ça va assainir l'environnement politique et évidemment la dimension exogène, c'est-à-dire que nous sommes comme un continent, je le rappelle encore une fois, qui est quand même l'objet des convoitises depuis plusieurs siècles. Il est quand même étonnant que dans nos lois fondamentales, un continent qui est si convoité, qui est si manipulé par des conflits, que dans nos lois fondamentales, on ne sent presque de régler les problèmes électoraux, les problèmes de succession au pouvoir, et non pas la question de la protection de ce continent. Regardez nos constitutions. Vous pouvez aujourd'hui être opposant politique ou bien être du régime d'un pouvoir et aller pactiser avec une puissance étrangère. C'est pas une trahison. C'est pas une trahison. Or, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand on a voulu reprocher à Trump ses liens avec la Russie lorsqu'il a postulé au poste de haut. Exactement. Avec cette tentative d'impeachment. Merci, voilà, c'est ça. Et la Grange Chimeno à Nyangpé, on a en tout cas un chantier titanesque en ce qui concerne la sortie, les sorties de crise en Afrique, mais l'assainissement de la situation, de l'environnement dont a fait allusion Diogène Séni pour arriver à avoir un continent avec des zones moins conflictogènes. Actuellement, on a, pour le cas de la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali, pour ne citer que ces pays, des situations potentiellement explosives. Mais si on doit considérer tout ce qui a été évoqué, je crois qu'on n'aura pas le temps de répondre dans l'immédiat à l'urgence. Mais que faut-il faire maintenant ? Parce que ça urge, il y a des risques en tout cas d'implosion. Effectivement, il y a des risques d'implosion. Je partage en partie l'avis de Diogène Séni. Et je voudrais dire que nous avons quand même, sur certains points, certains pays qui ont réussi à montrer l'exemple.
quand je prends le Congo dont il parle, le Congo-Brazzaville, je ne pense pas qu'au Congo-Brazzaville, le Bété, le Bantou, le Yoruba ait un problème d'adaptation. Je ne pense pas qu'il ait un problème de rejet de son identité. C'est vrai que le colon, vous savez, a su très tôt que l'Afrique était le grenier du monde et allait demeurer le grenier du monde. Donc, en donnant cette liberté, ou ce que nous appelons aujourd'hui indépendance, à nos pays africains, il a eu la stratégie, ou il a été stratège en prenant en considération les ethnies, en se mettant du côté de certaines ethnies et en créant, s'il faut dire, un certain nombre de problèmes et de rejets par les propres nationaux de certaines ethnies, en montrant que telle ethnie est supérieure à l'autre ethnie, en montrant que telle ethnie n'est pas qualifiée pour accéder à la gestion de la chose publique, n'est pas qualifiée à gouverner, et nous avons également nous-mêmes cultivé cela. Donc ça a mené depuis pratiquement ces 60 ans énormément de conflits également en interne. Donc, quoi que l'on dise, moi, je partage l'avis d'après lequel il faut doiter le colon, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir tourner la page du colon et poser les fondamentaux comme vous le dites. Mais comment tourner la page? Pour tourner la page. Mais comment tourner la page quand ils sont au centre de tous ces conflits et même de toutes ces négociations. Aziz, parce qu'on se retourne toujours vers les anciennes puissances coloniales. On peut bien tourner la page. Vous avez parlé tout à l'heure, Diogène également en a parlé du Mali. Nous avons vu un peu ce qui s'est passé récemment au Mali. Mais le peuple battait le pavé. Le peuple s'était levé. Mais finalement, ils ont obtenu et ils se sont donné ce qu'ils voulaient. C'est vrai qu'il a fallu que l'armée vienne à leur rescousse, et si l'armée n'était pas venue, nous ne savions pas ce qui se serait passé, mais ils ont pu obtenir en tout cas ce qu'ils voulaient. Je pense qu'il nous revient à nous-mêmes, Africains, de poser un certain nombre de fondamentaux. Poser un certain nombre de fondamentaux, nous aurons beaucoup de temps pour régler des problèmes qui datent d'il y a longtemps. Raison pour laquelle aujourd'hui, je pense qu'il ne faudrait pas tellement en vouloir à ceux que nous appelons des dictateurs, ou à ceux que l'on appelle des dictateurs. Je pense qu'il ne faudrait pas leur en vouloir parce que, mais il faut gérer le quotidien. Et pendant que nous gérons le quotidien, il faudrait également trouver le moyen de faire comprendre à ceux-là que nous qualifions, si je peux m'exprimer ainsi, de dictateurs ou de personnalités qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Il faut pouvoir trouver les moyens pour négocier avec eux afin que la relève soit préparée. Je ne pense pas qu'ils refuseraient et qu'ils passeraient leur vie à refuser. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de prendre d'abord conscience de nos réalités, de comprendre que le Bantou qui est là, que je traite d'étranger chez moi, mais qui vit sur mon territoire, est un Africain. Et il faut pouvoir l'accepter, accepter de recevoir ce qu'il donne, être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il donne. Oui, mais la grande Chimène Wanyampé, le problème, il est beaucoup plus profond que ça, puisqu'on voit que dans bien des pays, des puissances coloniales, parmi lesquelles la France, souvent ne se mettent pas du côté du peuple. Pas du tout. Diogène Séni. Pas du tout. N'en soyons pas surpris, parce que même De Gaulle l'a dit, le président De Gaulle l'a dit, il dit que la France n'a pas d'amis, mais la France n'a que des intérêts. Il a été sincère. Et comme tous les pays. Donc, mais Diogène Séni, justement, vous avez évoqué ce manque de sincérité qui ramène à la conclusion selon laquelle c'est la principale raison des échecs de toutes ces négociations dans les conflits qui minent le continent. Ce n'est pas valable que pour la France, c'est valable également pour les États-Unis dans d'autres parties du continent africain, pour la Belgique et autres. Oui, c'est-à-dire que, en fait, en réalité, je voudrais dire à mon frère que développer et puis analyser, mettre en lumière le problème ne veut pas dire que nous sommes pas responsables. Nous sommes responsables. Les Africains, certains Africains en tout cas, ont fait le choix
de s'aligner sur ces politiques-là. Évidemment, par la soif immodérée du pouvoir, par le gain facile, etc., etc. Et ils le font très bien, et donc ce sont quelque part des bras africains pour ces puissances sur le continent. Non, on devrait le dire, on devrait l'analyser, on devrait le montrer, et nous savons aussi que c'est nous qui sommes responsables, c'est à nous de changer cette situation. Cette situation ne changera pas parce que nous l'évoquons, elle changera par notre propre détermination. Mais il faut expliquer les vrais enjeux. Il y a à la fois des causes endogènes, parce que les Africains ne sont pas exempts de passions, comment on appelle ça, antisociales, antipolitiques, anti-peuple, comme tous les êtres humains de la Terre. Ces conflits-là, dans toutes les sociétés, trouvent des solutions. Nous avons des sociétés, nous avons un continent quand même qui a expérimenté toutes les formes de société politique, de l'autocratie aux empires, aux royaumes, en passant par les chefferies, les démocraties de consensus, nous avons même ce qu'on appelle la démocratie pastorale. Vous savez qu'une bonne partie du continent est occupée quand même par des éleveurs qui ont souvent des problèmes d'eau, des problèmes de pâturage. Ils ont réussi à trouver, par des méthodologies de gestion de leurs propres conflits, des solutions. Non, c'est-à-dire que les problèmes, il y en aura, et nous allons avoir nos propres contradictions de tout temps, comme toute société humaine. C'est pas parce que l'impérialisme ou bien les forces étrangères quitteront le continent que nous n'aurons pas de problème. Simplement, ces problèmes-là sont complexifiés par le fait que lorsque nous voulons trouver des solutions, nous ne trouvons des solutions que sur ce qui est apparent. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Vous prenez une rébellion, par exemple, qui a occupé la Côte d'Ivoire à partir de 2002-2003, qui a occupé une bonne partie du pays. Cette rébellion s'est mise en place pour des raisons de démocratie. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais pendant à peu près 7-8 ans, si vous regardez la pratique de cette rébellion dans la partie qui a été sous son contrôle, mais c'était pas du tout... Dans le nord du pays? Absolument, c'était des viols, c'était des crimes, c'était des raquettes, etc., etc. D'ailleurs, quand ils ont pris le pouvoir en 2011, tout de suite, ce qu'ils ont fait, ils ont mis à sac tout le pays. Donc, je pense quand même que si on ne regarde pas les causes fondamentales, les causes apparentes et les causes réelles, nous allons continuer à tourner en rond. Il y a eu des exemples. Si vous prenez le cas de Cabral, c'est pas loin. C'est 63. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, en Guinée-Bissau aussi. La guerre de libération a commencé en 63. Il a fait libérer des zones, qu'on appelle les zones libérées. Il a créé 200 écoles. Il a créé 300 à 400 infirmiers, des médecins, 20 000 enfants scolarisés, des femmes qui partaient avec des armes à la main au front, des femmes qui étaient libérées, des femmes, une certaine, comment on appelle ça, une certaine égalité entre hommes et femmes. Il a fait ce que le Portugal n'a pas fait en 500 ans de colonisation. Donc il y a des exemples, même contemporains, des rébellions africaines qui se battaient pour la libération et qui ont pratiqué dans les zones libérées ce qu'ils disaient. Et Amilcar Cabral qui avait été justement éteint dans les conditions que l'on sait. Bien sûr. Donc nous avons aujourd'hui des rébellions qui se lèvent au nom de la démocratie. En fait, nous répétons des mots sans contenu. Des rébellions qui se lèvent au nom de la démocratie, dans les zones qu'elles occupent, ces rébellions, pratiquent tout ce qui est antidémocratique. Et lorsqu'ils arrivent finalement à la solution du conflit, donc au pouvoir, aidés souvent par la fameuse communauté internationale, on est surpris qu'ils ne pratiquent pas la démocratie. À un moment donné, il faut que nous donnons le contenu des mots que nous utilisons. J'ai l'impression même nous-mêmes, ceux qui analysent, les observateurs, se sont habitués à ça. Comment nous pouvons accorder de crédit aux personnes qui, dans les zones qui sont sous leur contrôle, pendant des années, qui n'ont pratiqué aucune démocratie, alors même qu'ils justifient leur action par la démocratie. Manque de démocratie. Il y a un vrai problème sur ce continent. C'est pour ça que nous faussons tout. Nous faussons tout. Il y a un vrai problème, un problème qui pourrait trouver solution avec la mobilisation de toutes les intelligences africaines, on l'espère. Et pour la seconde partie de cette émission, nous allons aborder cette fois
la problématique de la crédibilité des organisations sous-régionales sur le continent africain qui sont souvent mises à contribution pour trouver justement des solutions de sortie de crise. Est-ce que finalement il ne faut pas revoir leur structure, leur organisation? Mais, merci. Je pense que sur la question des organisations sous-régionales, c'est comme si vous voulez demander des comptes à quelqu'un qui n'a pas les moyens de sa politique. J'entends aujourd'hui la CEDEAO ne peut pas faire ci, la CEDEAO ne peut pas faire ça. Mais c'est quoi la CEDEAO? La CEDEAO n'est pas autre chose que ce que était l'OUA. Toutes les organisations sous-régionales en Afrique sont basées sur ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. C'est un principe qui a été consacré par l'OUA en 1964, un an après sa création, et donc qui a fait que on a érigé les souverainetés de ces territoires, de ces pays, donc à tel point que ils sont souverains dans leur territoire. Donc, si vous prenez la CEDEAO, on lui a donné un certain nombre de missions, mais si la CEDEAO n'a pas des forces pour contraindre les États d'appliquer les principes, ça ne marche pas. Et l'autre aberration, c'est quand même des chefs d'État, les mêmes qui animent en fait la CEDEAO. Donc, selon leur propre position dans leur propre pays, ça va déterminer leur position au sein des délibérations de la CEDEAO. Oui, mais on a vu par le passé quand même cette intervention militaire mémorable pour rétablir dans ses fonctions un président, si je ne m'abuse, en Sierra Leone. Absolument, mais là c'était effectivement, on a eu une jurisprudence. Peut-être que ça a été fait à ce moment-là, ça a soulagé un certain nombre de personnes, mais si vous allez dans cette logique, où ce sont des chefs d'État qui étaient à ce moment-là en accord avec la décision de la CEDEAO de rétablir un chef d'État. Là, vous voyez qu'il y a le contraire au Mali. Donc, est-ce que nous ne devons pas céder une certaine parcelle de souveraineté de chaque territoire à ces organisations sous-régionales en matière de défense, en matière de contrainte, pour que ces organisations soient plus fortes? Parce que nous allons continuer à accuser la CEDEAO de ce que la CEDEAO ne peut pas faire, comme la CEMAC, comme la plupart des organisations sous-régionales. Ça pose également le problème des pouvoirs supranationaux que l'OUA n'a pas pu régler et que nous sommes en train de traîner avec toutes ces organisations sous-régionales qui sont entre les mains des chefs d'État. La grande Chimeno Agnampe, vous êtes tout à fait d'accord qu'il faut, je vous vois sourire, qu'il faut justement consentir à perdre, en ce qui concerne les États, un peu de leur souveraineté pour en donner davantage aux organisations sous-régionales? Oui, je dirais déjà qu'en acceptant de faire partie d'un bloc, c'est déjà perdre une partie de sa souveraineté. Parce que les décisions qui seront prises s'imposeront. Mais pourquoi ces décisions-là ne sont pas respectées, justement? Enfin, on a... Non, vous savez, au-delà du principe de la souveraineté, chaque nation a sa politique étrangère. Chaque nation a le libre arbitre de déterminer les voies et moyens de mobiliser ses ressources ou de mettre en œuvre ses partenariats. C'est vrai que ces nations décident de se mettre dans un bloc, acceptent de perdre une partie de leur souveraineté, mais ces nations sont représentées par leur chef d'État au sein de ces organisations-là. Et c'est pour ça que le principe de la démocratie est le pilier de toutes les décisions qui sont prises par la conférence des chefs d'État sur proposition de la conférence des ministres et après qu'un travail des experts ait été fait. Donc aujourd'hui, dire que il faudrait que chaque nation perde davantage de sa souveraineté, je ne sais pas s'il faut dire oui, je ne sais pas s'il faut dire non, mais toujours est-il que le plus important doit être l'intérêt général de la communauté. Mais beaucoup pensent que ça fonctionne un peu comme un syndicat des chefs d'État. Non, ce n'est pas vrai. Je dirais non, dans la mesure où
quand nous prenons la situation qu'il y a eu par le passé en Gambie, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas une. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts, est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts convergeaient et que Yaya Jammeh était, en tout cas, devenu de plus en plus insupportable? Est-ce qu'il faut dire que les intérêts convergeaient? La CEDEAO a fait un autre exploit en Guinée-Bissau. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pense aujourd'hui... Est-ce que ça n'a pas été en Guinée-Bissau un retournement de veste parce qu'il y a eu quand même un bras de fer. Le président de Guinée-Bissau actuel avait été donné vainqueur et ensuite on a eu droit à un épisode... L'erreur est humaine. Il faut pouvoir accepter que certaines erreurs se fassent. Le plus important, c'est comment ces erreurs sont réglées. Aujourd'hui, il y a une certaine stabilité en Guinée-Bissau. C'est ce qu'il faut saluer. Et c'est la CEDEAO qui a réussi cela. Et le commissaire à la paix et chargé des affaires politiques de la CEDEAO aujourd'hui est quelqu'un qui avait l'expérience de la Guinée-Bissau. Ça a peut-être servi à beaucoup. Mais l'autre chose qu'il faut également dire, les organisations sous-régionales, effectivement, à des moments donnés, se retrouvent limitées. Parce que lorsqu'une nation a pris un certain nombre d'engagements ou a pris un certain nombre de décisions, l'organisation ne peut pas venir s'imposer. L'organisation vient jouer un rôle de médiateur, vient jouer un rôle de conciliateur. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de reproches que l'on peut faire à ces organisations, mais toujours est-il que tout part de la réalité sur le terrain, de la réalité au niveau de ces États en question concernant les questions politiques. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il serait bien que le mode de fonctionnement de nos organisations sous-régionales, la CEDEAO, la CEAC, la SADC et autres, il faudrait que ces organisations renforcent leur mode de fonctionnement et que les décideurs principaux de ces organisations-là aient le courage de pouvoir dire certaines réalités aux principaux leaders de ces régions-là. Parce que l'objectif, c'est l'intégration. L'objectif, c'est de faciliter un mieux-être aux populations. Avant d'en revenir à Diogène Séni, nous allons au Mali retrouver Robert Dissa. Robert Dissa, il y a des risques ou bien des tensions perceptibles dans d'autres pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO aura-t-elle, de votre point de vue, les moyens de cette fois désamorcer ces crises, hein? Oui, c'est vrai. Il y a vraiment des risques énormes de tension dans la sous-région, dans d'autres pays comme la Guinée-Conakry, comme la Côte d'Ivoire. Alors, s'il est possible de les désamorcer, je dirais oui. Il est toujours possible de désamorcer en fait une crise. Une fois de plus, tant qu'on ne réfléchit pas nation, tant qu'on ne réfléchit pas en termes d'État-nation, aussi longtemps que nous allons accorder la primauté à nos groupes, à nos partis, à nos communautés, au détriment de la nation, aussi longtemps on n'aura jamais la stabilité. Aussi longtemps on n'aura pas la stabilité. Alors, pour désamorcer, une fois de plus, la nation doit être au cœur des réflexions. La nation doit être au cœur des débats. La nation doit être au cœur des actions. Au Mali, vous voyez, il est arrivé un moment où les uns et les autres ont compris qu'il fallait se retrouver et sauver le Mali. Ils sont venus de différents bords, ils ont formé un grand bloc et le résultat est connu. Et je crois que c'est ce qui risque de se passer dans les autres pays si les pouvoirs ne pensent pas à la nation.
il va falloir penser à la nation, mais on en est au mécanisme qui devrait aider à désamorcer ces crises. Est-ce que au niveau des organisations sous-régionales, il ne faudra pas finalement, Diogène Séni, prendre des dispositions pour donner davantage de poids aux décisions qui sont prises. C'est vrai qu'on a évoqué la jurisprudence de la Sierra Leone il y a un bon nombre d'années, mais souvent toutes ces décisions sont orientées en fonction des liens ou bien des rapports que l'on a avec le voisin et parfois des comptes que certains auraient à lui régler par personne interposée. Absolument. Je pense que nous devons faire aussi le constat qu'aujourd'hui nos présidents, nos chefs d'État, c'est un rouage parmi tant d'autres. Nous avons quand même un continent où nous avons, on va dire clairement, une communauté de destin. Aujourd'hui, l'avenir du Mali, du Niger, du Congo-Brazzaville ne se fera pas autrement que sur ce continent. Et si nous considérons que nous avons ce destin commun, ce destin lié, nous devons aussi accepter au nom de ce principe de communauté de destin, considérer que les décisions supranationales, lorsque elles sont prises pour l'intérêt des peuples, l'intérêt du continent, que le rouage du chef d'État n'est pas forcément le rouage qui doit primer sur les décisions de la sous-région. C'est pour cela que la notion de la souveraineté, finalement, de ces États est une notion qui est non seulement faible, mais qui ne protège pas les populations dans toutes les situations. On a quand même un continent qui fait l'expérience tous les jours des chefs d'État qui abusent de pouvoir, qui utilisent les moyens de leur pouvoir pour faire des répressions. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui accorder comme une sorte de blanc-seing, une sorte de pouvoir illimité à ces chefs d'État par rapport aux organisations sous-régionales. Et mettre une certaine dose de supranationalité sur les décisions de la sous-région et leur donner des moyens qui vont avec, notamment une force des forces, par exemple, de défense, qui permet de faire appliquer leurs décisions quand elles sont légitimes. Ça permettrait à beaucoup de chefs d'État de faire attention à violer les décisions de ces organisations sous-régionales. Ou alors, ces organisations sous-régionales continueront à décevoir et nous allons attendre d'elles des réponses qui ne correspondent pas forcément aux intérêts des populations. Moi, je crois que aujourd'hui, le rouage, en tout cas, de la fonction du chef d'État dans les pays qui sont aussi faibles, les États qui sont aussi faibles, non seulement par rapport au continent, mais par rapport à l'ensemble par rapport au concert des nations. En tout cas, si vous allez au niveau des Nations Unies, vous vous rendez bien compte que les pays africains, pris individuellement, sont extrêmement faibles. Même des pays qui sont relativement importants au point de vue de puissance économique et autres et tout, au niveau des Nations Unies, ça ne tient pas. Donc, nous devons aussi tirer les enseignements de ces réalités. C'est bien d'avoir des chefs d'État qui, soi-disant, défendent les intérêts des peuples, mais quand même, nous faisons l'expérience au quotidien. Majoritairement, nous avons des chefs d'État qui ne sont pas souvent à la hauteur des intérêts de leur population. Et cette démocratie électorale qui consacre le plus clair de son temps à vouloir organiser comment être au pouvoir, comment conserver le pouvoir, comment sans lui donner un vrai contenu où les peuples peuvent dire un mot au niveau national et au niveau sous-régional, est une démocratie qui pose beaucoup de problèmes. Nous devons aussi réinterroger cette démocratie qui nous coûte tant de vie à chaque fois que pour organiser la rotation autour du pouvoir, sans lui accoler des exigences en termes économiques, en termes sociaux, en termes culturels, en termes diplomatiques.
Le président Tidjani Babangida avait évoqué l'adoption d'une forme de démocratie à l'africaine. Vous semblez partager en tant que panafricaniste cette approche, mais est-ce que ça viendrait, vous pensez, aider à renforcer les capacités opérationnelles de ces organisations sous-régionales afin de permettre une résolution plus rapide et efficace de ces conflits qui minent le continent? Absolument. Je crois que la démocratie, c'est pas quelque chose qui est universel. C'est-à-dire que dans la forme, je dis bien, la démocratie en termes d'expression du peuple, oui, mais par comment on appelle ça, ces déclinaisons, ça embrase l'histoire des peuples. La démocratie telle qu'elle est organisée au Japon, aux États-Unis, en Inde, c'est pas la même chose. Bien que le peuple s'exprime, chacun organise comment son peuple s'exprime. Donc nous devons aussi tirer les conséquences de notre spécificité, de notre marche historique, qui est propre, à adapter ça. C'est-à-dire que nos États sont des États qui sont comme des États fabriqués, des États extrêmement faibles, et que au niveau même comment on appelle ça, de la géopolitique internationale, les États africains ne comptent pas beaucoup. Et donc, à partir de là, tenons aussi compte, bien sûr, de cet ensemble, de cette succession de régimes dictatoriaux, des dictateurs de fois appuyés par l'extérieur, nous devons dépasser ces États tout en les conservant dans une certaine mesure. Il faut les dépasser. Et je ne veux pas dire mes propres convictions panafricanistes, parce que pour moi, il faut un super État africain, faire de ces États faire de ces chefs d'État des gouverneurs, pour que nous puissions avoir une vraie armée africaine, qu'il n'y ait pas des armées prétoriennes au service d'un seul homme. Ça, ce serait l'idéal. Mais franchement, nous avons quand même des organisations sous-régionales. Nous devons leur donner les moyens de leur politique pour ne pas continuer à les accuser pour des missions pour lesquelles ils ne feront pas. Et les missions qui sont assignées à ces armées-là, justement, font qu'elles sont malheureusement, comme ça a été souligné il y a un instant par Diogène Séni, elles sont souvent contre les populations. Et dans ces conditions, il est tout à fait difficile de faire fonctionner la démocratie, donc notamment de faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre également au niveau de ces organisations. Ce qu'il faut déjà, à mon humble avis, relever, c'est que la démocratie a été imposée aux États africains. Le modèle démocratique occidental a été imposé aux États africains sans qu'ils aient été préparés à cela. Ils l'ont accepté. Vous considérez, comme Jacques Chirac, que c'est un luxe? Bon, est-ce qu'il faut dire que c'est un luxe? Mais on aurait pu procéder autrement. On aurait pu préparer les États africains à la démocratie au lieu de le leur imposer sous certaines conditions. Parce que ce qu'il faut dire également, c'est que nos États n'avaient pas, certains continuent d'être faibles, n'avaient pas les moyens de leur politique en réalité. Donc pour pouvoir avoir les moyens requis, il fallait accepter ce qu'imposaient certains partenaires stratégiques, je ne sais pas s'il faut dire certains colons, et cela s'est pérennisé à ce jour. Et ce qui fait qu'au niveau de nos organisations sous-régionales, même en interne déjà, pour faire de la politique en interne, afin d'aller à la conquête du pouvoir, il faut avoir de gros moyens. Et la plupart du temps, ces moyens viennent pour certaines parties de l'extérieur. Et lorsque vous n'avez pas assez de moyens pour vous organiser afin d'aller conquérir le pouvoir, ça crée déjà une frustration. Et celui qui, pendant ce temps, exerce le pouvoir, veut rempiler, ou ceux et celles qui ont intérêt à ce qu'il rempile, travaillent à ce qu'il rempile. Ça, c'est le problème en interne. Mais lorsque nous allons au niveau de nos organisations sous-régionales, il faut dire qu'il y a également le problème de moyens. Celui qui donne régulièrement le chèque, celui qui met régulièrement à la disposition de cette organisation un certain nombre de moyens, parce qu'il faut payer ceux qui travaillent à faire fonctionner ces organisations-là. Il faut donner les moyens pour que les projets qui sont mis en œuvre par ces organisations-là puissent arriver, puissent se concrétiser, puissent se réaliser. Donc, ceux et celles qui mettent à disposition les moyens requis
impose un certain nombre de décisions. Décisions aux autres nations. Oui, Diogène Séni, donc ça ramène à ce gros problème qui est celui de l'autonomie de ces organisations sous-régionales qui finalement ne prennent de décisions que celles qui leur sont imposées par les bailleurs. Pas nécessairement, bon. Mais je pense que ce que le frère vient d'indiquer, c'est un élément très important. Un État vit ou n'existe que par les moyens, en tout cas la fiscalité de ses citoyens. Si nous créons des organisations sous-régionales, en toute connaissance de cause, si nous voulons qu'elles soient vraiment supranationales, dans un certain nombre de domaines bien entendu, il faudrait aussi créer leurs ressources pour qu'ils aient des budgets autonomes. Ça peut se faire, c'est pas si compliqué. D'autres, c'est un problème de volonté politique. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'Afrique a déjà expérimenté les États fédérés, les États avec plusieurs provinces. Une autre histoire en regorge, c'est même millénaire. Donc, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. C'est une question de volonté politique. Si nous voulons que la CEDEAO ait des moyens autonomes de fonctionnement pour avoir les moyens de sa politique, on peut le faire. C'est le cas de la CEMAC et les autres organisations sous-régionales. Donc, quand nous laissons au gouvernement la liberté d'apporter leur cotisation, leur contribution, ou pas, dans une organisation sous-régionale, nous affaiblissons ces organisations. C'est nous qui les avons créées. C'est notre volonté collective. Donc, on peut faire que la fiscalité de base de chaque État, une partie, soit directement transférée dans le budget de ces organisations pour leur donner leur autonomie. C'est comme l'UA. Aujourd'hui, l'UA est financée par des puissances extérieures, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Nous pouvons financer l'UA par diverses taxes que nous avons sur le continent, les réorienter, les flécher d'une certaine manière pour aller faire le budget de l'UA. Et ainsi, l'UA sera beaucoup plus autonome dans ses décisions, dans ses appréciations des situations internationales, des situations de crise. Un chantier qui avait été également celui du président Paul Kagame lorsqu'il avait été à la tête de l'Union africaine. En tout cas, le continent africain lui sera gré de cet effort qui a en tout cas pour objectif de faire en sorte que l'Union africaine soit autonome et s'autofinance. Nous sommes en train de mettre un terme à cette émission. C'est l'occasion de conclure d'abord par Lagrange Simenou Agnampé. On retient que les organisations sous-régionales ne seront efficaces dans leurs différentes médiations pour mettre fin au conflit sur le continent qu'en étant suffisamment autonome et en étant en capacité également de faire respecter les décisions qui sont prises. Oui, merci encore, mais je crois, comme je le disais tout à l'heure, qu'au-delà de ce que ces organisations n'arrivent pas à gérer un certain nombre de conflits, la RDC, le Mali, la République centrafricaine et bien d'autres dans les pays des Grands Lacs, il faut dire qu'il y a également ce problème de qui est-ce que nous mettons au sein de ces organisations pour diriger ces organisations. Qui est-ce qui préside ces organisations? La CEAC a fait une réforme récemment et nous saluons le leadership du président Ali Bongo qui a réussi à mettre en œuvre ces réformes. Il paraît que les commissaires ont même prêté serment. Les commissaires ont prêté serment hier. Lundi. Et nous sommes heureux de nous apercevoir que l'Angola qui préside aujourd'hui, la CEAC a choisi quelqu'un qui a de l'expérience et qui a fait ses preuves au niveau d'une autre organisation. Mais est-ce que le manque d'expérience justifie les échecs répétés? Bien sûr, le manque d'expérience et également le manque de moyens justifie un certain nombre d'échecs. Parce que lorsque vous prenez pour leader quelqu'un qui n'a pas une vision, quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves,
mais il vous sera difficile de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, nous saluons ce qui a été fait au niveau de la CEAC. Nous souhaitons qu'au niveau des autres organisations comme la CEDEAO, qui aujourd'hui quand même présente un bon aspect, qui fait beaucoup, nous souhaitons qu'il y ait également un certain nombre de réformes afin que ces organisations deviennent des organisations des peuples, qui sont au service des peuples et non des gouvernants, des politiques. On espère qu'on y arrivera. Diogène Séni, les échecs répétés sont dus au manque de sincérité des acteurs, des leaders politiques, ou bien au manque d'expérience des personnes qui sont justement les personnes ressources dans la recherche de solutions à ces crises. Oui, je pense que effectivement il y a un problème d'insincérité de nos leaders politiques qui sont souvent les belligérants dans le cas des conflits pour lesquels nous avons débattu, mais je voudrais quand même dire que nous ne devons pas aussi nous bercer d'illusions. Les problèmes, les conflits, les passions de pouvoir sont des problèmes qui sont inhérents aux sociétés humaines. Donc l'Afrique n'est pas exempte de ça, ça va nous arriver, ça nous arrivera tout le temps, comme ça arrive à tous les continents du monde. C'est comment les régler. Or, nous avons en Afrique un cadre qui est faussé, c'est-à-dire que nous pouvons poser tous les problèmes. Nous sommes quand même sur un continent qui est convoité depuis plusieurs siècles, c'est un problème récurrent, c'est un problème contemporain, c'est un problème urgent, c'est un problème immédiat. Nous fermons les yeux totalement sur ces aspects dans les crises africaines. Si bien que nous trouvons des solutions sur les choses apparentes, cosmétiques. Lorsque nous avons fait ces solutions, plus tard, nous repartons à la case départ. Je crois qu'il faut que l'Afrique pose un cadre global. Comment nous pouvons protéger ce continent des convoitises? Ça doit être ce qui doit réunir toute la classe politique africaine. Ceux qui ne seraient pas sur cette ligne seront combattus par les autres. Aujourd'hui, des pays, des puissances ont des problèmes dans leur propre pays. Mais il n'y a pas de puissance extérieure qui viennent pour gêner, pour fausser le jeu. Or, nous avons ces incursions régulières, nous les regardons, et ça fausse tout le jeu. Et je crois que si nous n'avons pas, le frère qui est au Mali, le journaliste, désolé de ne pas dire votre nom. C'est exactement Robert Dissa du Mali. Il a bien dit, c'est-à-dire que nous n'évaluons pas, nous ne donnons pas une vraie évaluation de nos problèmes. Aujourd'hui, dans le cas du Mali, si on devrait évaluer le problème, nous avons une bonne dimension d'un continuum colonial que personne ne veut poser, même ceux qui ont fait le coup d'État ne veulent pas le dire clairement, alors qu'une bonne partie de l'opinion le dit et le sait. Pourquoi le cacher? Que la classe politique malienne pose le problème sur la table, ça fait partie des problèmes à résoudre, et des causes endogènes et des causes exogènes. N'ayons pas peur de ça. Merci. N'ayons pas peur de cela. Vous redoutez aussi, à Diogène Séni, une recrudescence des coups d'État sur le continent à l'allure où vont les choses? Des coups d'État militaires? Absolument. Vous avez des pouvoirs qui sont assis sur des forces prétoriennes, des armées prétoriennes. Ces armées prétoriennes ne sont pas des armées qui sont connues pour leur patriotisme. Et donc, lorsque ces armées sentent le pouvoir en difficulté, des volontés peuvent surgir, soit pour conserver le pouvoir et faire partir le titulaire actuel qui est devenu faible, ou encore composer avec d'autres forces qui, cette fois-ci révolutionnaires, vont plutôt faire des coups d'État. Donc nous sommes quand même sur un continent avec ces forces prétoriennes, ces armées prétoriennes qui peuvent nous surprendre du jour au lendemain. Et ce n'est pas du tout étonnant que ça arrive. En tout cas, ne désespérons jamais de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. C'est ici que prend fin ce rendez-vous que nous vous remercions d'avoir suivi. Lagrange Simenou Agnankpe, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Aziz. On remercie également Robert Dissa, qui était en ligne de Bamako, la capitale malienne. Robert Dissa, qui est journaliste politique à la chaîne panafricaine Africable. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles à ce rendez-vous. Très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.